Bienvenue à tous, à toutes et tous à la conférence de presse finale donc, du projet européen H2020 DT Ocean Plus. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de laisser une large part aux échanges. Donc, ce que l'on a prévu, c'est une introduction d'un petit quart d'heure et puis ensuite le but, c'est vraiment que vous puissiez poser vos questions. Donc, par défaut, vos micros sont désactivés. Comme on est un nombre restreint, ce que l'on vous propose, c'est soit vous posez vos questions via le chat, ce qui est possible, soit à la fin de l'introduction, on fera un tour de table virtuel où on activera les micros l'un après l'autre pour savoir si vous avez des questions et si vous les posez en direct. Voilà, donc juste pour vous présenter les intervenants aujourd'hui. Donc trois intervenants pour vous répondre. Donc Nel Luxé qui se chargera donc de l'introduction, qui est responsable R&D optimisation des parcs à France Énergie Marine. Donc Frédéric Ponce, chef de projet chez Open Cascade, donc qui est une filiale de Capgemini. Et Erwan Nicolas, responsable projet d'innovation chez Sabella, donc, qui est un des leaders de l'hydrolien. Voilà, alors je vais passer la main à Nel pour la suite. J'essaie de bien choisir mon écran. Celui-là, voilà. Public. Ok, ça devrait être bon. Bien, bonjour à tous. Je vais vous présenter très succinctement le projet DT Ocean Plus, donc projet européen qui vise à soutenir l'innovation dans le secteur des énergies océaniques. Très rapidement, le contexte, c'est de partir de l'observation et de la lecture du set plan et de voir que sur le volet énergie océanique, les objectifs sont de réduire le coût de l'énergie, donc le LCOE, pour le mettre sous la barre des 15 centimes d'euros par kilowattheure en 2025 pour l'hydrolien et 2030 pour le houlomoteur. Et d'observer que dans le même temps, on a potentiellement 100 gigawatts de puissance possiblement exploitable en Europe d'ici 2050. D'où le projet européen qui vise à développer et à tester à un niveau de maturité TRL 6 une suite open source d'outils numériques pour soutenir l'innovation, le développement et le déploiement de systèmes d'énergie océanique. Je rentrerai un peu dans le détail tout à l'heure pour expliquer le contenu de cet outil numérique. Ce projet européen DT Ocean Plus bénéficie d'un budget de 8 millions d'euros au total et a une durée de 40 mois depuis mai 2018 jusqu'à août 2021. Donc la fin du projet est donc demain, la fin officielle. Ce projet se place dans la continuité du développement de l'outil DT Ocean, qui lui était aussi un projet européen, qui s'est terminé avant le démarrage de DT Ocean Plus, donc, et qui avait produit une première génération d'outils déjà pour adresser la conception de fermes hydroliennes et houlomotrices. Les partenaires du projet sont au nombre de 16, répartis dans 7 pays différents de l'Union européenne et 2 laboratoires de recherche aux États-Unis, le NREL et le Sandia National Laboratories, et spécifiquement en France, 4 acteurs principaux, Bureau Veritas,
Open Cascade, donc entreprise de développement informatique, Sabella, développeur de technologies hydrolien, et France Énergie Marine, donc Institut pour la transition énergétique dédié aux énergies marines renouvelables. Le projet est piloté et coordonné par Tecnalia, institut de recherche en Espagne. Et on avait également dans le projet avec nous plusieurs développeurs de technologie et plusieurs instituts et universités. Les principales réalisations du projet, dans un premier temps, on a procédé à l'identification des besoins des utilisateurs finaux par une série de questionnaires et de consultations des industriels et de potentiels autres utilisateurs tels que des décideurs publics. On a ensuite procédé au développement de l'outil, notamment en ajoutant de nouveaux modules par rapport à la première suite d'outils produite dans DTOcean et à l'amélioration de ces modules. Ensuite, on est passé à une phase d'intégration pour que tous ces modules puissent communiquer ensemble de manière intégrée et fluide pour l'utilisateur, et une phase de test afin d'obtenir un niveau de maturité qui correspond à un TRL 6. Et ensuite, on a conclu par une liste de possibles évolutions futures pour optimiser et valider encore plus loin les nouvelles fonctionnalités apportées par DTOcean Plus à la communauté open source. En parallèle de ce processus de développement, a été également effectuée une analyse de marché du secteur des énergies océaniques, tant sur le plan économique que du cadre légal dans lequel évolue ce secteur, avec un accent particulier évidemment sur la communauté européenne. Les ressources disponibles et produites de ce projet sont listées ici. On a évidemment le logiciel open source et la documentation associée. On a une représentation digitale des systèmes d'énergie océanique qui a été établie pour essayer d'avoir un format standard qui vise à décrire de manière donc standardisée les technologies et les systèmes hydroliens et houlomoteurs. On a 33 rapports publics qui détaillent le développement et les tests du logiciel, 5 rapports qui détaillent l'analyse de marché, 7 articles scientifiques de disciplines différentes, et une base de données qui contient des données disponibles dans le logiciel DTOcean+. Toutes ces ressources sont disponibles depuis le site internet DTOcean+. On rentre maintenant un petit peu plus dans le détail de la suite logicielle DTOcean+ et des outils de conception. Donc, par cette roue ici, on essaye d'illustrer que cette suite de logiciels imbrique une évaluation qui se base sur des outils de déploiement en bleu foncé ici. Alors, les outils de déploiement, là, ça va être tout ce qui décrit techniquement le projet de la ferme hydrolienne ou houlomotrice. Une fois que ce déploiement et ces modules sont renseignés par l'utilisateur, on a une estimation des performances de ce projet. Ces performances sont représentées par différents indicateurs qui, eux, sont utilisés dans 2 modules différents. Le premier en bleu foncé ici est nommé innovation structurée. L'innovation structurée est une méthode pour guider les développeurs de projets vers les points les plus pertinents sur lesquels investir pour de l'innovation. C'est un processus de décision collectif et d'aide à la décision. L'autre outil
en bleu clair ici, vise à l'évaluation de la maturité des technologies. Donc, une fois qu'on a décrit le projet grâce aux outils de déploiement et qu'on a calculé les indicateurs correspondants, ces indicateurs peuvent être renseignés dans la méthode dite de stage gating pour évaluer la maturité du projet, et qui résulte en une série de recommandations d'actions R&D pour faire évoluer le projet vers un niveau de maturité plus élevé. Un peu plus en détail encore, on retrouve ces 4 familles d'outils ici, avec notamment les outils de design et de déploiement en un peu plus détaillé, en plusieurs modules, 7 modules ici. Les outils de calcul de performance en bleu clair ici. Alors, on va rapidement les parcourir pour vous donner une idée du contenu. Donc, par exemple, le premier module ici, Site Characterization, vise à caractériser le site et à avoir des données météo-océaniques qui nous donnent des informations statistiques sur les vagues, le vent et le courant sur le site considéré du projet. Le module Machine Characterization, lui, vise à décrire les caractéristiques de la machine considérée et de faire certains calculs spécifiques à cette machine, par exemple des calculs hydrodynamiques pour calculer les forces de vagues ou de courant qui s'appliquent à la machine une fois qu'elle est installée sur le site. Vient ensuite toute une série de modules, dont le premier ici qui vise à calculer l'énergie capturée par la machine sur ce site, puis un module Energy Transformation qui vise à modéliser et dimensionner tout ce qui est électrotechnique à bord pour la transformation de l'énergie capturée en électricité. Le 5e module ici vise à faire le dimensionnement de tout ce qui va servir à délivrer l'énergie depuis le site où se trouve la machine jusqu'à terre. Le module Station Keeping ici va pouvoir être utilisé pour dimensionner le système d'ancrage pour les machines flottantes ou la fondation pour les machines fixées sur le fond de l'eau. Et enfin, le dernier module ici vise à planifier et à chiffrer tout ce qui est autour de la logistique et de la maintenance en ce qui concerne les opérations en mer pour l'installation, la maintenance et le démantèlement du projet. Une fois que ce projet est décrit de cette manière-là, avec tous les éléments et les données techniques nécessaires, il peut être analysé par la série d'outils qui se trouvent dans les outils de calcul de performance, où se trouvent 4 modules. Le premier qui vise à calculer la performance et le rendement énergétique du projet. Le deuxième, la fiabilité. Le troisième, le coût du système tout au long de son cycle de vie. Et le quatrième, l'acceptabilité environnementale et sociétale. Ces 4 modules vont produire donc les indicateurs dont j'avais parlé précédemment, qui peuvent être utilisés dans les 2 autres modules également présentés dans le slide précédent. Pour à la fin obtenir donc un logiciel intégré avec tous les modules qui se parlent entre eux pour avoir une expérience utilisateur optimale et qui ressemble à ça. On a fait une petite vidéo de l'utilisation. C'est un outil donc, qui est basé avec une interface web, donc qui peut être installé sur un serveur et, qui peut être, et auquel on peut accéder depuis n'importe quel PC. On a un système de login et de password pour assurer l'identification
des utilisateurs et on a tout de suite accès depuis le logiciel à une documentation qui est mise en ligne et qui est disponible sur Internet. Alors, la documentation documente également tout ce qui est théorie et méthodologie. On a ensuite la possibilité de créer des projets, donc on a tout un système de gestion de projet pour créer différents projets, pour pouvoir plus facilement les comparer entre eux, pour comparer différentes technologies, différents sites. Là, on a une création assez typique de projet où on peut écrire le nom du projet, la technologie considérée, donc si c'est éolien ou le moteur, et le type de machine, si c'est une machine fixée au fond de l'eau ou si elle est flottante. On a ensuite la possibilité de créer, d'avoir accès, à la suite, le nombre de modules que j'ai présenté tout à l'heure, et de créer une entité, c'est-à-dire une variante de ce projet sur ce module-là. Et une fois que ces objets sont créés, on va pouvoir créer une étude et avoir accès à tous les modules qui permettent de décrire le projet en lui-même une fois qu'on a sélectionné le site et la machine, comme c'est indiqué ici sur la vidéo. Donc ça, c'est tous les autres modules qu'on peut utiliser. Alors, il faut d'abord créer une étude pour le premier module, par exemple ici. On va d'abord appuyer sur Create pour créer une étude. On va renseigner certaines caractéristiques principales. Et ensuite, on va pouvoir ouvrir ce module et on va être envoyé sur l'interface du module en question pour pouvoir commencer à travailler. Donc ça a vraiment été pensé pour avoir un outil intégré avec tous les modules et toutes les disciplines intégrées dans un seul et même logiciel, sachant que les modules qui vont être ouverts par la suite vont utiliser comme données d'entrée les résultats des modules qui ont été analysés et utilisés en amont. Voilà pour la vision globale et la présentation rapide du projet. Je vous donne maintenant la parole pour vos questions éventuelles. Bon, du coup, on va commencer le tour de table avec Clément Sigler. Je vais essayer d'activer votre micro. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon. Je suis désolée, mais... Active tous les micros, peut-être? C'est ce que j'essaye de faire, mais ça ne fonctionne pas. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut essayer de poser des questions en activant son micro. Normalement, vous avez la possibilité de l'activer. Bon. Clément Sigler? Ouais. Là, c'est Clément Sigler, rédacteur chef d'Image en plus. Bonjour. Moi, j'avais juste une petite question à vous poser par rapport aux différents modules. Il y a aussi bien du technique, de l'environnemental et du social, du financier aussi, de l'économique. Est-ce qu'il y a une pondération sur ces différents modules? Est-ce que tous les modules sont pris sur le même niveau? Comment vous arrivez à mettre en balance possiblement économie qui peut rencontrer, on va dire, on oppose souvent économie, environnement et social dans certains cas. Est-ce que justement, comment est faite la pondération? Est-ce qu'il y a une hiérarchie en fonction des modules? Je posais notamment la question parce que c'est vrai qu'il y a eu un rapport, c'était plus sur l'éolien flottant, mais il y a eu un rapport, c'était en juillet,
sur l'éolien offshore qui disait justement qu'il y aurait quelques soucis. C'était quoi? C'était le Conseil national de la protection de la nature qui avait rendu un rapport qui disait que malheureusement, il y aurait forcément des impacts sur la biodiversité. Je parlais bien par rapport à l'éolien offshore sur les sites Natura 2000 pour respecter, on va dire, les prévisions et la PPE. Est-ce que justement, dans ce cas-là, dans votre cas, dans DT Ocean Plus, on a cette pondération pour favoriser ou l'économie ou autre, ou alors on prend tout au même niveau? Bonne question, pardon. Oui, non, mais c'est une question claire, du coup, puisque détaillée. Je peux essayer de revenir dans ma présentation, si on la voit encore, ouais, hop. Donc là, vous posez une question qui vise en particulier le module acceptabilité environnementale et sociétale, qui adresse les questions de l'impact des technologies et des projets concernés. En fonction du site aussi. Le site est pris en compte. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce module-là va être utilisé pour 4 aujourd'hui, parce que c'est possible de développer plus d'indicateurs, mais 4, on va dire, familles d'indicateurs. Donc, le premier va documenter et renvoyer à l'utilisateur les espèces en danger enregistrées sur le site considéré. Donc ça va déjà donner une vue d'ensemble aux développeurs du projet ou aux décideurs publics qui essayent d'évaluer le projet grâce à DT Ocean Plus. Le nombre d'espèces en danger, mais pas seulement. C'est-à-dire que pour chaque espèce en danger, on va donner des spécifications ou des recommandations sur des actions à prendre en fonction de l'espèce en danger détectée sur le site. Ce module-là a été développé avec des biologistes, donc c'est pas uniquement la vision des développeurs techno, mais c'est aussi la vision d'experts en écosystème et en biologie marine. La seconde famille d'indicateurs qui vient de ce module traite des aspects impacts environnementaux. Alors, par impact environnemental, ici, on va ranger tout ce qui est bruit, nuisance sonore et risque de collision entre les mammifères marins surtout et les machines en place. Il y a des modèles qui se trouvent dans la communauté scientifique pour modéliser ça et modéliser les risques. Et là encore, en fonction du site, on va pouvoir donner des recommandations sur éventuellement des mesures d'effarouchement nécessaires en suivant l'espèce concernée, etc. Troisième famille d'indicateurs dans ce module ici, c'est le calcul de l'empreinte carbone du projet sur l'ensemble de son cycle de vie. Et quatrième famille d'indicateurs, c'est l'acceptabilité sociétale. Ici, on a 2 indicateurs principaux. 1, le coût de l'énergie, et 2, le nombre d'emplois créés grâce à la réalisation plutôt du projet sur le site concerné. Donc ça, c'est toute une famille d'indicateurs qui va adresser les questions environnementales et sociétales, en plus ou en parallèle, on va dire, des calculs de performance et de fiabilité qui, elles, viennent renseigner le coût du projet en lui-même. Après, là où on n'a pas, ce qu'on a par contre pas comme modèle, c'est un modèle d'économie au sens économie de marché. Là, ça, c'est représenté par des données, par exemple, je prends comme exemple le prix de l'acier. Le prix de l'acier va être une donnée d'entrée qu'on peut changer. Donc, on peut faire différents scénarios en testant que devient mon projet si le prix de l'acier augmente de temps. Mais on n'a pas une analyse on n'a pas un modèle de variation du prix de l'acier dans l'outil. Est-ce que ça répond à votre question? Ouais, ça répond en partie, mais c'était plus savoir aussi, est-ce que justement dans ces assessment tools, est-ce qu'on
ces quatre modules sont sur le même point, le même niveau, ou est-ce qu'il y a une pondération, une hiérarchie entre ces différents modules? Alors, il n'y a pas vraiment de... Non, ils sont au même niveau au sens où il n'y a pas une note finale D'accord. agrégée. Il va y avoir des niveaux de maturité qui vont être atteints pour chaque zone d'évaluation. Alors, une zone d'évaluation, ça va être par exemple la survivabilité. Une autre zone d'évaluation, ça va être la performance énergétique. Mais la performance énergétique ne dit rien du coût de l'énergie au final. Donc, il va y avoir une autre zone d'évaluation qui est de la rentabilité, etc. Et il y a 9 zones d'évaluation comme ça. Ces 9 zones d'évaluation de maturité sont renseignées et documentées dans le module Stage Gating. Et pour atteindre un niveau de maturité, par exemple de 2 à 3, il va falloir atteindre le niveau de maturité 3 sur chacune des 9 zones d'évaluation. Et c'est seulement quand ces 9 zones d'évaluation, ces 9 domaines d'évaluation ont validé les résultats et les seuils nécessaires pour avoir chacun le seuil de maturité 3, qu'on va dire que le projet a au global un niveau de maturité 3. Donc, en ce sens-là, ils sont tous sur le même niveau. Sur le même point, sur le même niveau. Ok, nickel. Parfait. Merci. Ça, c'est intéressant de lire le rapport de l'OES sur comment est-ce qu'on peut évaluer la maturité d'un projet énergie océanique. C'est exactement ce que j'explique là, mais évidemment en plus détaillé. Et ces 9 zones d'évaluation sont décrites. En fait. Je peux essayer de trouver le lien pendant que je parle. On pourra envoyer le lien a posteriori à tout le monde, comme ça. Ouais. Merci beaucoup. On peut donner la parole à Gaëlle Cognier si vous souhaitez poser. Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Oui, je vous remercie. J'ai pas de questions particulières. D'accord. Ok, très bien. Alors, on va continuer le tour de table avec Isabelle Jaffré. Est-ce qu'Isabelle Jaffré nous entend? Peut activer son micro. Isabelle Jaffré nous dit je n'ai pas de micro, mais vous pouvez poser une question dans le chat si vous voulez, si vous en avez une. En attendant, donc on va pour Sabella, du coup. Voilà. Erwan, c'est pour toi. Quel était le rôle de Sabella dans le projet? Oui, bonjour. Le rôle de Sabella, c'était principalement d'être évaluateur en fait des outils proposés. Donc déjà avec comme on était déjà 3 hydrauliciens dans le projet, donc il y avait Nova Innovation et Orbital Marine Power qui sont basés à Édimbourg et puis nous-mêmes Sabella. Donc déjà de spécifier quelles étaient les attentes de l'hydrolien, puisqu'il y avait aussi des parties un peu communes avec le houlomoteur, je dirais sur les caractérisations de site, mais par contre effectivement sur les paramétrages des machines, effectivement il y avait des spécificités même entre nous. C'est-à-dire qu'il y a des technologies flottantes, des technologies basées sur le fond de mer. Certains utilisent je dirais des systèmes de pitch, par exemple, pas chez nous. Donc voilà, ça amène des paramétrages spécifiques. Donc déjà, c'était de spécifier le paramétrage nécessaire dans les outils et ensuite, effectivement, de faire les évaluations. Donc les évaluations, c'était d'évaluer la pertinence des outils et des résultats, donc à la fois sur les différents niveaux qui sont proposés, puisque on a des niveaux sur l'évaluation des maturités de sous-systèmes, je dirais, pour voir un petit peu, quand on fait des innovations, de voir quel est le niveau de maturité et puis quel est le reste à faire pour atteindre le stade de déploiement. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le niveau machine. Et le troisième niveau, c'est le niveau ferme pilote, enfin ferme d'hydrolienne. Donc, on est évaluateur de ces outils, de voir si les modules fonctionnent bien entre eux, communiquent bien, qu'on a des
des résultats qui sont pertinents par rapport à ce que nous, on peut avoir, parce que forcément, on a quelques outils internes qui permettent de vérifier qu'on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. L'intérêt de tout ça, c'était d'être déjà à plusieurs pour avoir des évaluations assez communes, en fait, de trouver des compromis justement pour trouver une évaluation commune et puis de comparer un petit peu nos méthodes d'évaluation à celles des autres. Voilà. Est-ce que ça a répondu à votre question? A priori, oui. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions, Isabelle, ou non, c'est bon. Ok, très bien. Eh bien, on peut passer la parole à Loïc Fabrège, si vous voulez poser des questions, allumer votre micro, si vous avez du son. Là, vous m'entendez? Oui, non. Ça ne fonctionne pas? Oui, on vous entend. Ah d'accord. Non, mais c'était juste pour dire que j'avais pas de questions, mais c'était juste pour savoir si on m'entendait. Donc c'est parfait. Merci. D'accord. Et maintenant, c'est possiblement Nathan Mann. Je ne sais pas. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous voulez poser une question? Oui, bonjour. Allô, Bonjour. vous m'entendez? Oui, Bonjour. bonjour. Oui, j'aimerais juste savoir, vous parliez d'un projet précédent. Pour mieux comprendre, est-ce que vous pourriez préciser ce qui a été ajouté, qui n'existait pas dans le module d'avant, qui a été ajouté cette fois? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et vous disiez que vous étiez au TRL 6. Qu'est-ce qui manque pour que le projet soit industrialisable, viable en fait? Alors, je peux répondre sur la partie qu'est-ce qui a été fait sur le premier projet et qu'est-ce qui a été fait sur le second. Et je laisserai peut-être Frédéric répondre sur qu'est-ce qui manque pour passer d'un TRL 6 à un TRL 9, hein, du coup, ça, pour que l'outil soit commercialisable. Donc, dans le premier projet, mais je croyais que je partageais mon écran, mais c'est plus le cas. Je vais m'aider de la présentation. Est-ce qu'on y voit là? Oui. Hop, voilà. Ici, alors, peut-être sur celui-là. Les nouveautés, quelles sont-elles? Les nouveautés, c'est le fait d'avoir le module de stage gating, donc toute la méthodologie pour l'évaluation de la maturité du projet et de son évolution. Ça, c'est nouveau par rapport à l'ancien module. La deuxième nouveauté, c'est l'aspect innovation structurée, donc le module d'innovation structurée qui vise qui est en fait un outil d'aide à la décision pour l'évaluation, on va dire l'identification de certaines parties du projet sur lesquelles se focaliser pour avoir de l'innovation, on va dire utile à l'évolution du projet. Et ensuite viennent se greffer plusieurs modules du déploiement et de l'évaluation qui n'étaient pas inclus et d'autres qui ont été améliorés. Je pense notamment au module de positionnement dynamique où on a ici la possibilité d'avoir un modèle qui est couplé à une modélisation des lignes d'ancrage plus fine que ce qui était fait précédemment et qui inclut un calcul dynamique, alors donc c'est-à-dire qui prend en compte le fait que la machine va bouger plutôt que d'avoir une approche qui est uniquement basée sur une estimation des forces maximum. C'est un peu rentré dans le détail, mais il y a eu des améliorations sur les techniques, sur les méthodes numériques et les méthodes de calcul pour certains des modules, on va dire, plus technologiques ici. Voilà, c'est principalement les grandes lignes. Après, si on rentre dans le détail, voilà, le module acceptabilité environnementale et sociétale, certains indicateurs ont été rajoutés qui n'étaient pas là avant. Typiquement les espèces en danger, ça c'est quelque chose qui n'était pas là non plus.
Et au final, toute la structure du logiciel a été repensée pour bien fonctionner de manière intégrée, ce qui était un peu plus difficile à mettre en place avec la structure informatique du logiciel précédent. Oui, pour être plus précis, en fait, le logiciel précédent était aussi beaucoup plus linéaire, c'est-à-dire qu'il obligeait à utiliser tous les modules dans l'ordre tel qu'il est établi ici. La nouvelle, dans DTOC en plus, l'utilisateur est beaucoup plus libre. Il peut choisir d'utiliser un seul module, par exemple, s'il a juste besoin de faire une petite étude sur l'ancrage, par exemple, il va juste utiliser le module Station Keeping avec des paramètres par défaut quand il n'a pas utilisé les autres modules. Et s'il a besoin de faire quelque chose de plus compliqué, il va utiliser certes tous les modules, voire et en oublier un ou deux dont il n'a pas besoin, par exemple. Et je peux rajouter aussi l'aspect niveau de complexité qui a été rajouté dans DTOcean+, qui sont au nombre de 3. Donc on a 3 niveaux de complexité. Un niveau de complexité, c'est quoi? C'est le niveau de détail que va demander le logiciel à l'utilisateur pour créer ses fichiers d'entrée. Et par exemple, pour le site. On va avoir un niveau faible où on va pouvoir juste dire qu'on veut une machine hydrolienne avec un diamètre de temps, et ça va suffire pour faire pour lancer la suite des outils. Alors forcément, certains indicateurs vont avoir une précision dégradée dans ces modes-là, et d'autres indicateurs vont carrément pas être disponibles. Mais l'idée, c'est de pouvoir donner accès au logiciel à des utilisateurs en tout début de projet, où l'utilisateur n'a pas forcément toutes les données, en milieu de design, de dimensionnement du projet, où l'utilisateur a un peu plus de données, mais encore pas tout, et en fin de projet, où là, l'utilisateur est censé avoir toutes les données possibles et peut utiliser toutes les fonctionnalités de DTOcean+ à leur maximum. C'est aussi une nouveauté d'avoir implémenté ces 3 niveaux de fonctionnement, on va dire, avec des données d'entrée d'une complexité croissante. Frédéric, je te laisse répondre sur l'autre question peut-être. Oui, alors pour passer de TRL6 à même TRL7 ou donc TRL9 qui est l'industrialisation, il y a quand même encore beaucoup de travail. Comme Neil a montré, il s'agit d'une architecture basée sur des microservices et une technologie web. Aujourd'hui, on n'est pas, notamment pour tous les aspects cybersécurité, etc., on n'a pas déployé l'outil dans le cloud ou sur des serveurs accessibles depuis Internet, car on sait très bien que on n'a pas investi suffisamment sur cette partie-là. Il reste des choses à faire sur cette partie pour pouvoir déployer l'outil en tant que tel, de cette façon. Donc pour le moment, c'est un déploiement qui est plus fait pour être fait soit sur un poste où on installe tout, soit sur un serveur local à l'intérieur d'une société, d'une entreprise. Donc là, si l'outil est open source, on verra si des personnes essaieront de prendre en charge certains développements de ce côté-là. Mais sinon, ça veut dire qu'au niveau des équations qu'on trouve dans les différents modules, on a un niveau de précision suffisant pour qu'elle soit utilisable par des constructeurs, par des porteurs de projets, dans des projets concrets, pour vraiment définir les installations. Est-ce que c'est déjà utilisé alors par des gens? Alors, ça a été utilisé et testé par les industriels présents dans le projet. Pour chacun des modules, si je prends par exemple Station Keeping, pour chacun des modules, il existe des logiciels commerciaux qui sont plus performants. Ça, c'est obligatoire. On ne peut pas y échapper. On ne peut pas en un seul projet remplacer 30 années de développement spécifique. Mais on a un niveau de précision suffisant
pour pouvoir avoir une image globale de la performance du projet. Et c'est en ça en fait que DTOcean Plus est unique et utile. C'est que c'est le seul logiciel qui rassemble autant de disciplines en même temps pour avoir des indicateurs qui dépendent de chacune de ces disciplines-là. C'est vraiment un moyen de ne pas passer à côté d'une des disciplines importantes. Après, une fois qu'on a l'image globale du projet dans DTOcean+, rien n'empêche d'aller dans un logiciel commercial spécialisé dans le design d'ancrage, par exemple, de faire un design d'ancrage plus raffiné, avec des calculs plus raffinés, et des modèles hydrodynamiques plus raffinés également, et de revenir renseigner les résultats dans DTOcean+, pour, on va dire, améliorer la précision des résultats obtenus. C'est un peu dans cette optique-là que DTOcean+ a été développé. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. On a encore un petit temps de questions si certains voilà, ont d'autres interrogations, d'autres sujets qu'ils souhaitaient aborder. N'hésitez pas. Après, je peux peut-être encore compléter ma réponse en disant que l'avantage de DTOcean+, c'est que c'est open source. Donc, tous les codes utilisés, tout est transparent en fait. Le code est ouvert, donc on peut aller regarder comment tel indicateur est calculé, ce qui n'est pas forcément le cas dans les logiciels commerciaux. Et en plus, quelqu'un d'averti, et là on pense notamment au monde de la recherche, aux universités, aux doctorants, aux postdoctorants, peuvent prendre le code DTOcean+ et en améliorer une partie, et notamment la partie dont ils sont experts, pour faire évoluer l'outil vers quelque chose d'encore plus pointu sur chacune des disciplines. Merci Nel. Juste une petite question pratique. Est-ce que vous pourriez rappeler où est-ce que seront disponibles les outils demain, à partir de demain? À partir de demain. Donc tous les outils, on a créé des dépôts GitLab, pardon. Donc on est en train de finaliser la publication aujourd'hui. Je pense qu'il y aura un lien global sur le site DTOcéan avec les programmes d'installation qui permettront de tout installer directement depuis une seule installation. Il n'y a pas besoin de télécharger les outils un par un pour tout installer. Ok, merci Frédéric. Toujours pareil, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Nathan, vous aviez une question? Peut-être pour Sabella, oui, vous en tant qu'industriel, du coup, est-ce que vous pourriez préciser concrètement comment, si vous utilisez le logiciel et comment vous l'utilisez? Est-ce que, voilà, quoi ça vous a servi d'avoir accès à ces briques là, je sais. Aujourd'hui, bon, l'intérêt, on était vraiment effectivement dans les étapes de validation du programme, donc on l'a pas, je dirais pas utilisé jusqu'au bout sur un projet commercial. Alors l'intérêt pour nous de participer à ce genre de projet, c'est de pouvoir comparer nos outils avec ce qui se fait avec d'autres d'une manière plus large, de voir si la façon dont nous on évalue nos technologies et puis un site où la fiabilité de nos machines, est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'on n'est pas trop sévère ou trop laxiste sur tel ou tel paramètre ou telle ou telle mesure? Donc ça nous permet d'avoir un discours, je dirais, cohérent vis-à-vis de développeurs de projets, donc de vérifier que ce qu'on ressort au final permet d'avoir un discours cohérent avec les investisseurs et les développeurs de projets. Donc ça, c'est un des premiers points. Demain, comment on va l'utiliser? L'idée, c'est de continuer justement à l'utiliser
pour voir, par exemple, quand on part souvent sur un nouveau projet, il y a un certain nombre d'adaptations au site sur lequel on s'installe, donc des innovations qui sont nécessaires, et de voir quels sont, déjà, pour un site donné, quels sont les secteurs sur lesquels il faut s'améliorer pour s'adapter au mieux à ce site en technique, et de voir quel est l'état de maturité aussi de la technologie ou de l'innovation au fur et à mesure de notre avancement. Donc ça nous permet de statuer et puis de voir, je dirais, la marche à suivre et puis les étapes nécessaires pour atteindre le stade de développement. Et l'autre point, c'est effectivement quand on part d'une technodonnée qu'on voit, qu'on nous sollicite sur un site ou qu'on voit qu'il y a du potentiel sur un site hydrolien, c'est de rapidement savoir quel est son potentiel en termes de rentabilité, de ressources déjà, et puis surtout de rentabilité vis-à-vis de notre technologie. Donc voilà comment on souhaite à l'avenir utiliser ce logiciel. J'ai répondu à votre question? Oui, parfait. Mais du coup, il y en a une autre qui vient, j'en profite. Par rapport à ça, d'où viennent les données? Enfin, je pense, parce que je vois bien l'idée d'un logiciel qui met tout ensemble, mais au départ, si on pense au courant océanique, à la durabilité de l'hydrolienne pour Sabella, ou à la présence d'espèces protégées, pour ces trois cas-là, c'est quoi? Il y a des bases de données qui sont déjà extrêmement exhaustives, ou c'est des équations pour la durabilité? Enfin, comment, voilà. Je vais voilà. parler des courants marins, parce que nous, c'est pas tant les courants océaniques dont on parle, ce qu'on appelle les courants océaniques du type Gulf Stream, c'est vraiment des courants, des zones de forçage, en fait, des zones locales où les courants de marée font que les vitesses atteignent des vitesses importantes. Donc il y a beaucoup d'énergie à capter. Par exemple, en fait, on a des données, je dirais, globalisées de ce type de site qui va donner des données assez génériques sur les vitesses de courant en fonction des maximales, suivant l'auteur dans la colonne d'eau, on peut les retrouver, en fonction des périodes de l'année et puis des coefficients de marée, je dirais. Et après, donc ça nous permet d'avoir déjà d'identifier un potentiel. Par la suite, on a besoin d'affiner ces mesures forcément par des données précises de ontologie. Donc on va faire des mesures sur place, de turbulence, de vagues aussi, puisque ça a des impacts sur les zones de machine. Mais dans un premier temps, on a déjà des bases de données partagées sur ces éléments-là qui permettent d'avoir je dirais, un a priori et puis qui suffisent, je dirais, pour les premières étapes du projet. Donc c'est là-dessus qu'on va se baser. Même chose pour la fiabilité. Aujourd'hui, l'hydrolien n'ayant pas beaucoup d'expérience et étant un domaine quand même assez jeune, on s'appuie sur des données, des bases de données de fiabilité soit de l'industrie, soit de l'éolien qui est assez proche en termes de concept. Donc ça marche pas pour toutes les pièces, mais du coup en termes de taux de fiabilité, on se base sur ces éléments-là. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va avoir des données soit propres, soit partagées, qui seront dédiées à l'hydrolien et dans lesquelles on va pouvoir affiner le modèle. Et pour ce qu'on disait aussi tout à l'heure pour la partie je dirais faune et flore, c'est que dans les différentes zones, on a déjà un premier aperçu de ce qui se passe par zone. Après, ça demande des études complémentaires forcément pour aller chercher sur le point d'atterrage des hydroliennes prévues. Il y a vraiment cette espèce qui y est ou pas. Est-ce que c'est pas dans un autre endroit à quelques kilomètres? Enfin, voilà, il y a toutes des étapes d'affinage qui vont pouvoir venir au fur et à mesure qu'on avance. Mais dans un premier temps, effectivement, les données partagées suffisent pour créer un projet. Puis c'est pareil, sur une hydrolienne, on peut très bien dire que on est sur une techno de tel type avec des rendements qui sont généralisés, un coefficient de captage d'énergie qui est à peu près qui peut être généralisé aussi quand on part sur un concept autour de le captage du rotor. Ça peut être, on sait qu'on est sur du rotor avec des pales profilées, on sait qu'on va être de 45%. Et après, au fur et à mesure qu'on avance dans la techno, voilà, on va affiner ces éléments-là. Ça répond à
Oui, à peu près. Du coup, c'est quand même plutôt une sorte de base de données qui résume, pour avoir une vision en première approche qui va résumer en gros à gros traits un projet, ou quelque chose qui permettra vraiment de simuler précisément voilà, Si, il y a quand même. ensuite. C'est les deux. Hein. Il y a quand même, C'est les deux. il y a il y a une base de données qui est, on va dire, livrée avec le projet pour pouvoir faire des choses de base. Mais ça, c'est que des données disponibles à donner en entrée. Et ensuite, il y a toute la chaîne de calcul. L'hydrodynamique d'une machine houlomotrice va être calculé avec un code potentiel. Alors, je rentre dans les détails théoriques, mais un code qui est développé par des scientifiques, qui est disponible et qui est open source évidemment, puisque DT Ocean Plus est open source. Les modélisations d'ancrage sont faites avec des équations, enfin vraiment codées et programmées. C'est pas juste ah tiens, j'ai une chaîne de tant de diamètre, je sais que donc son mode de défaillance va être de temps obligatoirement. Non, ça dépend du site, ça dépend de la vague, ça dépend du mouvement du flotteur et tout ça, il faut le mettre en équation mathématique, le résoudre pour en déduire un certain pour déduire la survivability en anglais du projet. Et c'est faire des calculs. Et ensuite, une fois qu'on a décrit la taille de la machine avec des données d'entrée qui viennent du développeur de technologie, vont être calculées, vont être agrégées à travers tous les modules, par exemple, le tonnage de chaque matériau, ou la masse, on va dire, de chaque matériau. Et la masse de chaque matériau va alimenter le modèle de cycle de vie qui, lui, va calculer l'empreinte carbone. Donc, ce n'est pas uniquement des bases de données, c'est vraiment, il y a des bases de données disponibles pour aider l'utilisateur si jamais il part de rien. Mais si l'utilisateur a des données plus fines, comme l'a dit Erwan, il peut remplacer ces données-là en données d'entrée dans DT Ocean et faire tourner les calculs. Après, ces modèles de calcul-là sont le plus poussés qu'on a pu faire raisonnablement dans le temps d'un projet européen. Ces méthodes de calcul-là, on trouve des méthodes un peu plus affinées dans les logiciels commerciaux, par exemple, pour certaines disciplines. C'est là où ça peut être amélioré potentiellement. Mais ce n'est pas uniquement une base de données, loin de là. La base de données est disponible pour pouvoir faire tourner l'outil quand on n'a pas accès à toutes les données nécessaires. Quoi. Merci à tous les deux. Nathan, vous aviez une autre question? Non, c'est bon pour moi, merci. Clément, je crois que vous aviez levé la main, mais peut-être que c'était une fausse manip, je ne sais pas. Bon. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Sinon, mais on va pouvoir en rester là. Je pense qu'on a balayé un certain nombre de sujets. Plus de questions? Alors, Nathan demande quelle est la suite de cette suite? Frédéric, tu veux répondre? La suite, on sait déjà qu'on doit faire on va publier demain déjà, une grosse étape. Ensuite, comme on a dit, les logiciels, donc tout est open source, donc chacun pourra prendre tout ou partie de la suite pour l'utiliser, et notamment donc certains des développeurs des outils ont déjà annoncé que soit pour leur usage propre, soit dans le cadre d'autres projets européens, ils continueront à développer et à améliorer leur outil et donc à publier les nouvelles versions qui pourront donc être mises à disposition de tout le monde. Pour le moment, c'est
l'outil, enfin la suite en elle-même, il n'y a pas de pistes sérieuses sur son évolution, mais outil par outil, il y aura sûrement des évolutions dans les années qui vont venir. Ok, bah merci Frédéric. Nel ou Erwan, vous vouliez rajouter quelque chose ou... Peut-être juste pour dire que l'évolution d'un des modules, ça suffit à faire évoluer la suite entière du fait de l'évolution d'un module. Parce que quand on évolue un module, il reste intégré à la suite. Donc la suite du programme en entier en bénéficie, quoi. C'est là l'intérêt d'avoir monté le programme de manière modulaire. C'est-à-dire que chacun des modules peut être débranché et remplacé par quelque chose de plus performant qu'on a fait évoluer à partir de l'ancienne version, par exemple. Voilà, c'est ça. Et puis donc l'architecture fait qu'effectivement, on peut faire évoluer un module sans faire évoluer les autres. Il y a des tests de communication entre les modules. Si celui qui fait évoluer son module continue à respecter ces tests, à faire les modules continueront à communiquer et à fonctionner entre eux normalement. Donc c'est pour ça que c'est possible de continuer à faire évoluer les modules un par un. Eh bien, bon, eh bien, voilà, je pense qu'on est au terme de cette conférence de presse. Juste rappeler qu'il y a eu un travail énorme de fait pendant ces 40 derniers mois, avec des disciplines d'un peu de tous horizons, que les gens ont réussi à se parler et à faire en sorte de produire un outil, une suite open source qui est quand même, voilà, comme le disait Nel, unique sur le marché actuellement. Voilà. Eh bien, merci à vous d'avoir participé à cette conférence de presse. Merci Frédéric, Nel et Erwan de vous être libérés pour répondre aux questions. Et puis, eh bien, bonne journée à tous. Et on mettra en ligne sur le site du projet l'enregistrement de cette conférence de presse si vous voulez vous repasser certains passages ou certaines réponses. Voilà. Merci à tous et bon après-midi. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci à tous. Au revoir.